Bonjour. On va continuer notre cours. L'autre fois, on s'était arrêté sur les trois grandes étapes de la monnaie métallique, à savoir la monnaie pesée, la monnaie comptée et bien sûr la monnaie métallique sous forme d'or, d'argent ou de bronze. Alors maintenant, on va passer donc à la suite de notre cours. Hmm. Alors, comment est-ce qu'on peut donc évoluer dans les formes de la monnaie? Alors, la monnaie métallique, hein, la monnaie métallique se forme donc d'or, d'argent, hein, de bronze, etc. est généralement entachée d'inconvénients. Alors, les inconvénients sont multiples. Inconvénients et risques. Alors, lorsque vous voulez faire une opération commerciale, une transaction en général, vous êtes appelé à porter avec vous des métaux précieux. Alors, il y a le problème de poids, hein. Parfois, si la transaction est de grande importance, alors vous serez appelé à prendre avec vous une grande quantité de métaux. Et là, c'est le poids qui va vous gêner, hein, le caractère gênant du poids. Il y a le risque de perte, il y a le risque de vol, etc., etc. Et bien sûr, il y a d'autres coûts de transaction, hein, qu'il faut citer. Alors, l'homme, par son intelligence, va essayer de résoudre ce problème. Comment on va faire? Alors, il importe de déposer la quantité de métal, hein, de monnaie métallique, donc le commerçant va essayer de déposer la quantité de monnaie métallique chez ce qu'on appelle l'orfèvre ou bien le changeur. Alors l'orfèvre, lorsqu'il reçoit cette quantité de monnaie métallique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner au commerçant un reçu. Hein? Dans le reçu, il y a bien sûr, c'est un reçu authentifié, hein, dans lequel il y a le montant de la monnaie métallique. Et si bien sûr le commerçant le demande, on peut mettre même le nom de la personne à qui le commerçant veut verser de la monnaie. Bien, l'orfèvre va faire cette opération moyennant des commissions ou bien des rémunérations. Alors, notre commerçant, lorsqu'il va voyager pour faire la transaction, il n'est pas obligé de porter avec lui la monnaie métallique. Il va prendre seulement le reçu, un papier, le reçu. Alors, une fois arrivé chez son créancier, qu'est-ce qu'il va lui donner? Il va lui donner le reçu et il va récupérer la marchandise. Et le créancier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va verser le reçu à l'orfèvre pour avoir sa monnaie métallique. D'accord? Vous commencez à remarquer avec moi ce qu'on appelle le début de la monnaie fiduciaire. Le début de la monnaie fiduciaire. Le déposant ayant à régler un créancier lui remet le reçu en informant le dépositaire qu'il aura à livrer le métal à cette personne. Bien sûr, une fois arrivé, il va lui livrer contre le reçu. Bien, il peut porter, bien sûr, le reçu peut porter au dos le nom de la personne à qui, bien sûr, la personne concernée, hein. Alors, là, l'orfèvre, si vous mettez l'orfèvre dans une situation de banque, l'orfèvre, il va recevoir quotidiennement de très très grandes quantités de monnaie métallique. Alors, cet orfèvre, entre guillemets, c'est une sorte de banquier, hein, c'est un banquier, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il va faire?
Alors, il va donner aux gens des reçus, mais lui, il va garder la monnaie métallique. Alors, avec cette grande quantité de monnaie métallique, il va penser à prêter aux autres orfèvres, à prêter aux agents, à faire des investissements même. Comment? Parce que il va jouer sur une chose importante, il va jouer sur le caractère psychologique des déposants. Les déposants ne vont pas venir à la même minute, à la même heure pour demander leur monnaie métallique. Hein? Donc c'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Hein? Donc par leur habileté et leur clairvoyance, les premiers changeurs ont pris le risque de s'engager dans des opérations bancaires. Entre parenthèses, hein, il n'y a pas véritablement une véritable banque, mais ce sont des opérations à caractère bancaire. Alors il va prêter, il va faire des investissements, hein, les paiements avec les autres orfèvres, etc. Alors là, vous notez, c'est exactement ce qu'on remarque aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Notre banquier d'aujourd'hui, elle est l'orfèvre de jadis. Sauf que l'orfèvre de jadis, il détient la monnaie métallique. Le banquier d'aujourd'hui, il détient la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. Alors, avec des milliards et des milliards de dépôts à vue que détiennent les banques d'aujourd'hui, je peux vous dire que selon les statistiques, les banques marocaines détiennent 10 milliards de dirhams de dépôts à vue. Avec ces 10 milliards de dirhams de dépôts à vue, les banques marocaines se permettent de donner des crédits sur 15 ans, 20 ans. Pourquoi? Ils supposent la psychologie suivante, que les gens ne vont jamais demander à la même heure leur argent. Et donc, c'est exactement donc, ce que faisait à l'époque notre forfèvre. Voilà. Donc, vous avez remarqué avec moi comment donc on a évolué, comment la monnaie a évolué dans le temps. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle les fonctions de la monnaie. Alors, la monnaie se reconnaît aux fonctions qu'elle exerce au sein de l'économie, c'est-à-dire ses rapports avec les sujets économiques. Ces fonctions déterminent la valeur d'usage de la monnaie. Donc la monnaie, on parle de valeur d'usage parce que la monnaie a une utilité. Parler de l'utilité de la monnaie, c'est reconnaître qu'elle rend des services. Voilà, donc la monnaie, elle est utile et elle est rare, donc c'est un bien économique. Mais l'utilité de la monnaie, ce n'est pas dans la monnaie en elle-même, mais à travers les services qu'il peut, bien sûr, nous rendre. Alors, les trois fonctions essentielles que nous allons examiner maintenant, trois fonctions essentielles de la monnaie, nous avons la monnaie intermédiaire des échanges, medium of exchange, unité de compte, unit of account, et unité de réserve de valeur, store of value. Bien, la monnaie intermédiaire des échanges, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la monnaie facilite et accélère les échanges. Et là, deux éléments qui vont permettre ça. Sa quantité et sa vitesse. Alors, nous avons dit que la monnaie circule rapidement par rapport aux autres actifs. Elle a un pouvoir libératoire immédiat. Alors, avec sa quantité et sa vitesse, il joue par excellence la fonction d'intermédiaire des échanges. Alors, étant là, en jouant la fonction d'intermédiaire des échanges, la monnaie va rompre avec le troc. Le troc, nous avons dit, c'est l'échange de biens contre d'autres biens. On est en présence d'un système de troc lorsque les transactions se font en nature. Vous soulignez ça. Un système de troc, c'est un système en nature. Les transactions se font en nature, c'est-à-dire des biens contre des biens. Des biens contre des biens. Bien sûr, le troc donc, est entaché de beaucoup de problèmes et d'inconvénients parce que, premièrement,
sa réalisation suppose que deux conditions soient réunies. La première condition, il existe deux contre-prestations simultanées et complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi, j'ai un bien, donc pour que j'effectue le troc, il faut que le bien que je cherche soit là. Le bien complémentaire soit là, chose qui n'est pas toujours évidente. Deuxièmement, le troc pose un autre grand problème, c'est la valeur des biens échangés. Est-ce que généralement les biens échangés ont la même valeur? Là, c'est pas évident. C'est pas évident. Et c'est là où la monnaie est originale. Avec la monnaie, avec la monnaie, en tant que moyen d'échange, les biens vont retrouver leur vraie valeur, leur vraie valeur. Avec le troc, alors les prestations ne sont pas estimées à leur vraie valeur. Mais avec la monnaie, donc ça y est, on détermine les prix. On résout le problème de la valeur. On résout le problème de la valeur. Bien. Le système de troc présente beaucoup d'inconvénients. Alors, parfois, j'ai un bien et je cherche un autre bien. Je cherche à l'échanger avec un autre bien. Généralement, le bien que je cherche n'est pas à côté, il est loin. Le lieu n'est pas précis. Et la personne avec qui je vais échanger n'est pas précis. Il y a ce qu'on appelle le phénomène d'asymétrie d'information. Asymétrie d'information. Il y a le phénomène d'incertitude. Hein? Il y a les coûts de transaction, il faut voyager, il faut perdre du temps, peut-être euh, énormément de temps. Hein? Si la matière que je cherche ou bien le bien que je cherche, elle est rare. Hein? Les dates ne sont pas connues. Quand est-ce que je vais rencontrer la personne en question? À quelle heure? Hein? C'est très fatigant, c'est très gênant, c'est ennuyeux. Le partenaire privilégié n'est pas connu. Parfois, il y a plusieurs personnes qui détiennent ce bien. Mais où est la personne privilégiée? Hein? Donc, il y a énormément de problèmes. Tous ces problèmes se résument dans ce qu'on appelle les coûts d'information et les coûts de transaction. Et les coûts de transaction. Bien. Donc, avec la monnaie, ça y est, le problème est résolu. Le problème de troc est résolu. Donc, la monnaie va déterminer la valeur. La monnaie va créer un marché, hein, où les biens se rencontrent. La monnaie va créer un marché où les acteurs vont se rencontrer. La monnaie va créer un marché de l'offre et de la demande où le prix d'équilibre est là. Et donc, c'est une très grande réalisation. C'est ça la révolution de la monnaie. C'est ça la révolution de la monnaie. Deuxièmement, la monnaie unité de compte. Je viens de le dire d'ailleurs. Ou étalon de valeur. Donc, ça veut dire quoi? Ça vous souligner, ça veut dire que la monnaie est un instrument universel de mesure. Tout se mesure avec la monnaie. Tout passe par la monnaie. Tout passe par la monnaie. La mesure des biens, des services, les droits, tout se passe par. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la monnaie a réussi à déterminer les prix des biens. À déterminer les prix des biens. Vous soulignez, et la monnaie permet de déterminer une échelle générale des prix. Hein? Une échelle générale des prix. Unité de réserve de valeur. La monnaie, avec cette fonction, je peux dire que la monnaie est distinguée par rapport aux autres actifs. Pourquoi? Parce que la monnaie peut jouer le rôle d'un instrument d'épargne, parce que la monnaie par rapport aux autres actifs, son pouvoir d'achat, sa valeur est généralement maintenue. Les autres actifs peuvent perdre de leur valeur. Si je détiens des actions, des obligations, des TCN, donc demain ou bien après-demain, ils peuvent perdre de leur valeur. Mais si je détiens un montant de monnaie, généralement c'est très difficile de perdre de sa valeur. Donc si je détiens donc de la monnaie, donc
La monnaie réserve de valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la monnaie a un pouvoir d'achat. Un pouvoir d'achat disponible pour le présent et le futur. Disponible pour le présent et le futur. Alors là, pour préparer à quelque chose qui va venir par la suite, un chapitre sur la demande de monnaie, on peut dire détenir de la monnaie, c'est détenir les encaisses monétaires. Ou bien on parle de ce qu'on appelle la demande de monnaie. La demande de monnaie. Et là, vous soulignez que la monnaie a un caractère psychologique. Pourquoi? Parce que on détient la monnaie pour elle-même, hein. Donc la préférence pour la liquidité. Des gens préfèrent avoir de la monnaie chez eux, hein. Et là, on va retrouver Keynes dans le troisième chapitre, bien sûr, les motifs de détention de la monnaie. Bien. Il faut préciser que la fonction de réserve de valeur, elle est partagée par les autres actifs. Je viens de le dire. Tous les actifs peuvent servir de réserve de valeur, mais là, il faut nuancer. La monnaie se distingue par rapport aux autres actifs. Alors, les autres actifs peuvent être détenus parce qu'ils sont rémunérés. Si j'achète des actions ou bien je détiens des actions parce que je sais que je vais gagner. Si je détiens des obligations parce que je sais que je vais gagner. Mais pourquoi est-ce qu'on détient la monnaie alors que je sais que je ne vais pas gagner? Le même montant, je vais le garder pendant une année, 2 années. Ah là, il y a une réponse à cette question. Donc, cela s'explique, vous soulignez, par ce qu'on appelle la préférence pour la liquidité. Et la monnaie, parmi tous les actifs, c'est celui qui a le degré, c'est l'actif qui a le degré de liquidité le plus élevé. Donc, il peut à n'importe quel moment être échangé contre tous les biens sans délai, ni coût, ni risque de perte en capital. Voilà donc ce qui fait distinguer bien sûr la monnaie par rapport aux autres actifs. On distingue parmi les actifs qui concurrencent la monnaie. La monnaie est un actif, mais elle a des concurrents, des actifs qui concurrencent la monnaie. Ça, on va le développer par la suite avec la libéralisation financière, avec les nouveaux produits financiers. On va voir comment les agents non financiers ou bien les agents financiers commencent à se pencher vers de nouveaux produits financiers par rapport à la monnaie. Alors, les actifs qui concurrencent la monnaie, nous avons les actifs réels, tels que les biens de consommation, les biens de production, les machines, les terrains, les maisons, etc. Et nous avons d'autres actifs qui concurrencent la monnaie, c'est les actifs financiers. Alors, les actions, les obligations, les TCN, etc. Et bien sûr, les dépôts de caisse d'épargne, les dépôts à la caisse d'épargne. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les formes de la monnaie. Les formes de la monnaie. Dans ce paragraphe, nous allons voir comment la monnaie va évoluer dans le temps, d'une monnaie marchandise à une monnaie métallique, à une monnaie papier, à une monnaie jeu d'écriture, à une monnaie dématérialisée. C'est ce qu'on appelle le processus de dématérialisation de la monnaie. Où va la monnaie? Est-ce qu'elle va disparaître totalement? C'est ce qu'on appelle la dématérialisation totale. Ce sont des grandes questions qu'on va voir. On va donc suivre ensemble cette évolution des formes de la monnaie. C'est l'objet de la troisième partie de ce cours et je vous remercie pour